Bonjour et bienvenue à Deux Jeux Bacon, un podcast qui parle de jeux de société avec les amis de Et-tu Game. Alors aujourd'hui, on reçoit pour la première fois pour ce podcast historique Marc-Antoine Doyon. Bonjour! Merci. Bonjour! Regardez. Puis c'est pas tout, parce qu'on a aussi, au bout du fil, Benjamin Desiel! Hey, comment ça va les gars? Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de jeux, on va parler de plein d'affaires aussi, hein, je pense. On va comme commencer par parler un peu de ce qui se passe dans nos vies. Parce qu'il s'en passe des affaires dans nos vies. En fait, c'est ça. Ben oui. Ce que je vous propose comme formule, chers amis, cher public, en fait, c'est on va prendre 15 minutes pour se mettre à jour, hein, parce qu'on se voit pas beaucoup ces temps-ci, les gars. Puis on va se dire ce qui arrive, on va se parler des vraies affaires pendant un bon 15, on fait ça. Puis après ça, on va se lancer dans une discussion, parce que ce que j'avais envie avec le podcast, c'est qu'on puisse parler de choses autour du jeu de société qu'on peut pas couvrir autrement avec Et-tu Game. J'avais le goût qu'on parle plus en profondeur de sujets un peu plus complexes, de façon nuancée. Mhm. Ouais. Fait que aujourd'hui, notre sujet, c'est y a-t-il trop de jeux de société? Ça va être un beau combat. Posez la question, là. C'est y Ouais. répondre. Oui, puis je sais pas, je suis curieux de voir si on va se rejoindre sur ce sujet-là. Puis finalement, pour terminer l'émission, on va parler des jeux auxquels on joue. Je pense pas qu'on va se rejoindre. Je pense que ça va Oh? finir En bataille? avec la fin des ouais. games. Ah, tabarnoune. Je T'es violent? suis convaincu. Ben, Raph est pas là, fait qu'au moins il va pouvoir poursuivre si jamais on saillit trop à faire. Non, mais c'est parce que Raph aussi a tendance à être frondeur. Il a tendance à amener des combats un peu trop loin. Ça fait que là, au final, je pense que c'est lui qui dropperait tout. Faut faire attention. On va le préserver, notre petit Raph. Ouais, je suis d'accord. Ouais, puis toi, mon bon Ben, Il est pas là comment pour ça se va? défendre. J'ai entendu dire, Ben, que t'étais pas en ville. Où c'est que t'es, man? Exact. Non, et là, en ce moment, je suis parti pendant une grosse semaine dans le coin de Québec. Québec, qui reçoit actuellement le Carnaval et Bonhomme. Mais aussi un spectacle. Ouais, c'est vrai. Bonhomme est là toute la fin de semaine. Puis il a été là pendant toute la semaine, je pense. Je l'ai pas vu nécessairement. J'avais pas mon habit de neige. Parce que moi, j'ai troqué l'habit de neige pour costume de scène. On était à Québec avec un spectacle là, qu'on traîne. En même temps, c'est un gros bonhomme de neige dans la neige, là. C'est facile à manquer. Ouais, puis en plus, il neige, là, mais genre, Ouais. il a tellement neigé. Aujourd'hui, puis il y a 2 jours en plus, avec la fermeture des écoles, c'était l'enfer se promener dans le Vieux-Québec. On est logé sur la rue Sainte-Ursule, dans le Vieux. C'est magnifique. Les murs de pierre qui étaient juste à mes côtés est vraiment, mais vraiment splendide. T'es pas dehors, toujours? Oui, je suis dehors, je prends un bon chocolat chaud à côté de Bonhomme. On a du plaisir. Mais Ben ouais, parce que Ben, tu fais partie quand même de la mince tranche de la population qui partage comme passion et la marionnette et le jeu de société. mais exactement. On n'est pas beaucoup. Pierre-Louis, je pense. Mais toi, la moi, moitié Colin des Saint-Cyr. games, ouais. Mais c'est vrai, t'as raison. Colin aussi. Colin qui est un très bon ami. Puis il doit avoir Nicolas Marchand, non? Comment que ça... Nicolas Marchand, il joue un peu. Un petit peu. Noé aussi, Noé Cropal. Oui, c'est vrai. Alors, En tout cas, tout bref, ça dit les marionnettistes jouent beaucoup. Ça discussion fait mal, là, très geek. le nombre de name-dropping qui est ici, là, ça pleut, là. Ouais, ben écoute, on aurait voulu... Le même drop de marionnettistes. On aurait voulu dropper genre comme nom Robert Lepage, mais je connais pas comme son habitude ludique. Genre, je sais pas s'il a Par contre, il tendance à aller tripe ses faire... marionnettes. Ouais, mais comme je suis à Québec, je vais sans doute en profiter aussi de demain soir pour aller faire un tour du côté de la Revanche. Je vais amener, je vais amener la troupe, et des amis aussi à notre concepteur sonore, Olivier. Puis on va aller s'amuser. On va aller Très faire un cool. petit tour. Je Dans pense la que ça va section être pour chouette. enfants au deuxième. Ouais, exact. Pour les marionnettistes que nous sommes, les amoureux du spectacle pour enfants, quoi. Nice, ouais, c'est comme ça que je Puis, paye mon bill. Puis avec Tu Game, ben j'arrondis tout ça. Très cool. Ben ouais, avec ton gros chèque des Hey, petits c'est games. immense. Puis toi, mon doyon, comment tu te sens? T'es-tu en forme? Ça va très bien. Pour rien vous cacher, j'ai passé une journée beaucoup de jeux vidéo en fait.
C'est malade. Ouais, j'ai continué ma game de Hollow Knight. J'ai joué un petit peu aussi à Apex, un nouveau jeu de Battle Royale. Oui! J'ai entendu gratuit. parler, man. Ça a trop l'air bon. Il y a déjà plein d'enfants qui sont vraiment bons puis qui t'insultent. Qui t'insultent? Ben oui. Non! T'as joué à Fortnite? Ben oui! Tu t'es fait insulter par des enfants? Non, mais tu sais, savent-tu à quel point je suis plus fort que... Dans le sens où, genre, physiquement, là, je suis plus fort que les autres. Je savais où il y a... Moi, c'est pour ça. Pour vrai, j'ai arrêté de jouer à Overwatch à cause de ça. Je comprends, man. Ah ouais. Je t'ai intimidé. Je me suis tellement éloigné de ça. C'est ce qui se passe. Ouais, mais Hollow Knight, tu m'en as beaucoup parlé. Doyon, est-ce que tu peux nous faire un petit aperçu de c'est quoi déjà? C'est un jeu un peu rétro de plateforme. C'est un jeu indie, c'est un platformer, c'est un Kickstarter à la base. Ça a vraiment pogné. Je vais aller voir rapidement, là, vu que je suis sur mon ordinateur, qui est-ce qui a produit. Il me semble que c'est Red Cherry. Team Cherry. Qui est l'éditeur. C'est Harry Gibson puis William Pellin, deux gars qui ont créé cet univers-là. Sur toutes les plateformes, incroyable. d'ailleurs. Hein. Oui, absolument. Moi, je l'ai eu par Humble Bundle sur Steam, puis j'y ai joué une 80aine d'heures à peu près. Mais je pense que je suis vraiment en amour avec l'univers, puis la possibilité de combo, surtout du personnage, les double jumps, il vole, il s'agrippe au mur, puis il pète la gueule des méchants. Il y a vraiment une belle... Il est tellement cute en plus. Oui, mais il y a une belle courbe d'apprentissage, et hier, il annonçait la sortie de la suite. Silk Song, où est-ce que tu vas jouer une des ennemis, en fait, de la première saga. J'ai vraiment très, très hâte de jouer à ça. Puis, tu vas incarner un ennemi? Ouais, ben il y a une fille que tu combats dans la première installation de Hollow Knight, puis dans la deuxième, tu joues ce personnage-là, puis ça a l'air vraiment excitant. Là. Yo, c'est le fun ça. Ouais, puis contrairement à Apex, j'ai pas besoin de viser pour être bon, fait que ça va. T'as trop des gros doigts. Ouais. Puis là, ça va-tu être notre première critique quand on va faire de la critique de jeux vidéo, là, ça, Doyon? Oh boy! Non, mais je pense que ça va dépendre c'est quand qu'on commence, puis je sais pas si on va faire de la critique ou du let's play ou de l'analyse. Je pense qu'on va faire une émission de cuisine juste avant. Je pense de jeux vidéo, hein. Il y a beaucoup de choses dans les cartons de A2 Game. Ouais. C'est parce que c'est une tête cool. fourbée d'idées, là, tu sais. Pierre-Louis, déjà, t'es une belle machine à idées. Doyon, tu donnes pas ta place, hein? Puis Raph. Hey, ça c'est un coffre-fort d'idées. Ah, ben oui, c'est comme ça qu'on l'appelle entre nous, Raph, notre petit coffre-fort. Petit, baquet, mais solide. Ouais. Il est encore pas là pour se défendre. Non, il est encore pas là pour se défendre, on s'excuse. Puis toi, Pierre-Louis, ta journée, tes semaines, tes mois, qu'est-ce qui se passe là? Ah, ben là, j'en profite, là, c'est ma première vraie fin de semaine depuis un bout de temps. Ouais. Fait que ça a été très, très rock'n'roll. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai une petite fille de 10 mois et une autre de 4 ans, et là... elles dorment, enfin. Enfin! Au déjeuner comme ça? Ouais. Fait que là, j'en profite justement pour me détendre en tournant un podcast jeu et en profitant d'un bon scotch. Tu bois-tu un scotch pour vrai? Ouais, je bois c'est Isaac qui m'a donné ça pour ma fête, c'est The Deveron. Le Deveron. Okay. Bravo. J'avais jamais entendu parler de ça. Faudrait que j'aille voir qu'est-ce que Whisky Québec en pense. Mais c'est correct, moi je l'aime bien. C'est il manque il est pas aussi tourbé que les whisky que j'aime habituellement, mais il rock, il y a comme une espèce de petit côté entre le sucré et le tourbé que j'aime bien. Ça donne envie de te faire des cadeaux, ça, Pierre. Ouais. Écoutez, si jamais il y a t'entendre dire c'est correct. Une distillerie écossaise qui veut nous commanditer, on est tout à fait ouvert au partenariat. chose.
Ouais. Ben d'ailleurs, probablement qu'on va faire un podcast spécial whisky, les gars. Ah, bien Ben, sûr, absolument. et bière locale également. J'aimerais vraiment qu'on puisse faire Et bière locale, bien sûr. Ouais. oui, même les distilleries québécoises sont formidables. Il y a une réelle explosion des distilleries. Il y en a une d'ailleurs qui ouvre ses portes dans notre ville natale. Ben, c'est pas ta ville natale, Pierre-Louis, mais t'étais quand même proche. Granby. Granby. Et à Granby, Ah oui. il y a la chaufferie qui ouvre ses portes, qui a ouvert ses portes il y a environ peut-être 1 ou 2 semaines. Et ils C'est distillent vrai? déjà, super bon gin, puis ils vont faire vodka, scotch également. Tout va se retrouver, si je ne m'abuse, en sac ou est déjà à la sac. Donc, Mais est-ce qu'on va Mais pouvoir, la que vraie techniquement, question, ça va être du whisky. la vraie Ah. question, Ouais. c'est Oui, c'est est-ce vrai. qu'on va Oui, c'est pouvoir pas- faire une bière Clamato avec tout ça? Man, il n'y a pas de bière Clamato qui se donne à 2 jeux bacon, man. C'est tellement pas matinal, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Très bien. Ben écoute, Ben, je vais en profiter. Tu me parlais de l'explosion des microbrasseries Oui. québécoises. J'en profite pour surfer en direction de notre sujet de l'explosion du monde du jeu de société. Mais avant, Doyon, je pense que tu as quelque chose que tu veux nous partager. Ben oui, absolument. En fait, on a la chance incroyable d'avoir des commanditaires dans notre podcast. Ouais, on a écrit à des amis, des commerces locaux, justement, des gens, mais surtout des personnes qui offraient des services web, parce que je trouvais ça très intéressant de marier justement les auditeurs qui nous écoutent avec des services web. Fait que vraiment, là, Oui. en nous écoutant, vous pouvez garder notre page ouverte, puis en même temps, vous pouvez ouvrir une autre fenêtre, là, puis aller googler ces petites entreprises-là qui nous commanditent parce que elles sont très importantes pour nous, puis on les a vraiment, on les a choisies Sélectionnées. avec soin, Ouais. évidemment. Mhm. Fait que je vais vous lire ça, ça va comme suit. C'est, en fait, notre premier commanditaire, c'est vraiment tout un honneur pour nous parce que c'est une des plus vieilles institutions de jeux de société à Montréal. On On parle dit ici... Montréal. Normand Montréal. d'amour. Et Normand d'amour. Non, on parle de la récréation, les gars. Ah oui! La récréation, pour ceux qui savent pas c'est quoi, mais vous savez c'est quoi, n'est-ce pas? Ben oui, on est Ben allé, oui. on s'est assis là plusieurs fois quand même, et on est allé jouer on a fait un unlock complet, une boîte complète, moi et Doyon, hein. Absolument, parce qu'ils ont la chance d'avoir les unlocks avant souvent les Tout le autres, parce qu'ils ont monde. Ouais, c'est un café culturel, hein, puis c'est situé au 404 rue Ontario-Est. C'est vraiment entre Sherbrooke puis Berry, là, sur la Ouais. diagonale, ben, sur Ontario, dans le fond, tout près du cégep du Vieux. Entre Et c'est Sherbrooke et dans un- Berry. Ok. Ouais, métro Sherbrooke et métro Berry. Ok, les métros, parfait. Et Pas les c'est un rues. superbe local, trempé de soleil, hein, c'est chaleureux, c'est accueillant. La bouffe est bonne, il y a des nachos, des sandwichs. C'est vraiment un café culturel parce qu'ils mettent de l'avant la culture locale, parce qu'il y a des peintures, il y a des œuvres d'art qui sont présentées vraiment, là, c'est dans leur mandat, mais c'est aussi un lieu où est-ce qu'on peut aller jouer à des jeux de société. Hein? Principalement, ils ont une super collection de plusieurs centaines de jeux. Hein. Ils ont un mur complet qui est super bien fourni. Puis je veux vraiment mettre un accent particulier sur l'ambiance de la récréation. Parce que à la récréation, il n'y a vraiment rien qui égale la convivialité, hein, de l'endroit. Moi, je suis allé souvent personnellement, comme on disait tantôt, avec Ben. On est déjà allé. Moi, je suis déjà allé de mon côté aussi, avec des amis. Ouais. Puis, les clients, comme les employés, sont vraiment au diapason. Il y a vraiment un feeling de café de quartier. C'est relax. C'est ça qui fait la beauté de la récréation. Puis, quand je parle d'esprit de communauté, je parle aussi du fait que la récréation offre à nos auditeurs, oui, un rabais de 10% sur votre facture si vous nommez 2 jeux bacon à la caisse. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut aller manger des déjeuners là-bas, Doyon? Sûrement qu'ils ont un sandwich déjeuner. Ce serait Moi, malade j'ai- d'aller écouter 2 jeux bacon directement à la récréation, tout en dégustant un brunch, hein, bien sûr, et en jouant à des Deux jeux. jeux 2 jeux bacon. bacon. Trempé dans le soleil. J'en reviens pas. Ça, là, ce flash-là de 2 jeux bacon. En fait, c'est ça, Doyon. Le prochain commanditaire, ça devrait vraiment être un resto déjeuner. c'est juste. On peut pas passer à côté. Au départ, le concept même du podcast, c'était on joue à des jeux où on parle de jeux en Oui. déjeunant. Mhm. Finalement, on a réalisé que moi, je déjeune à 5h30 du matin, de toute façon. à tous Ça les nous jours. semblait un tout petit peu trop matinal.
Fait que c'est ça. Merci beaucoup à notre premier commanditaire. Il va en avoir un autre plus tard pendant le podcast, mais on est super content de les accueillir avec nous. Ouais. Des super collaborateurs, la récréation. Allez-y, 404 rue Ontario-Est, vous allez triper. C'est au coin des rues Ontario et Saint-Denis. Voilà. Ah, c'est magique. Bon. Ben écoute, merci encore à notre partenaire. Puis je pense que justement, on peut se lancer dans le vif du sujet parce qu'effectivement, ils sont pas les seuls à Montréal à avoir des ludothèques bien garnies, des bibliothèques de jeux. Chaque année, il y a de plus en plus de jeux qui sortent. Toujours de nouvelles publications de jeux, mais aussi des nouveaux éditeurs, des nouveaux joueurs. L'industrie du jeu arrête juste plus. J'ai l'impression que c'est une espèce de gonflement perpétuel. Est-ce que je suis le seul à être un peu genre en hyperventilation quand je vois qu'il y a 3500 jeux qui sortent par année? Oh non! C'est fou! C'est violent. Ben nous, c'est sûr qu'on a une position très particulière parce que nous, on est un média qui essaie de couvrir les nouveautés en plus. Exact. Fait qu'on on est au front de cette information-là, fait qu'on la reçoit tous les jours, puis c'est très difficile de garder le cap là-dessus. Oui, c'est fou je parce mettrais que, quand même une mini parenthèse au fait il y a plus d'éditeurs, il y a plus de jeux, mais il y a plus de joueurs aussi. Ben c'est ça. Étant donné que l'offre augmente, la demande également augmente, puis la qualité de la demande est là. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de joueurs qui sont pas juste des joueurs average, mais qui vont être des joueurs qui vont vraiment qui vont rechercher des jeux plus experts, qui vont rechercher des jeux plus complexes, des jeux qui vont avoir une immersion complète et totale, qui vont offrir parfois même des jeux, tu sais, le genre une durée de jeu qui peut apparenter les 4-5 heures, tu fais quand même, il faut que tu aies un sale bon jeu devant toi. Puis en fait, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de nouveaux types de jeux, parce qu'effectivement, tu sais, ce foisonnement, c'est plein de nouvelles créations, de nouveaux genres de jeux. Mais pour poser les bases à cette question-là, tout ça, en fait, l'idée m'est venue en lisant un post du blog de Bruno Fiduti qui se pose la question depuis plusieurs années, parce que quand il a commencé à faire des jeux, il y a de cela 100 ans, 150 ans. J'espère qu'ils ne doutent pas. En même temps qu'ils ont inventé l'impression, hein. Oui, avec Gutenberg. Il était bien chum au lycée. Il y a une vingtaine d'années, en fait, il y avait une centaine de jeux qui sortaient chaque année. Puis là, en fait, j'ai l'impression que statistiquement, le monde du jeu grossit presque plus rapidement que le marché du jeu. Je veux dire, il y a toujours de plus en plus de joueurs, effectivement, mais j'ai l'impression que tous ces nouveaux joueurs, puis je vous pose la question, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui passent par une phase où ils se disent « Moi aussi, je veux faire un jeu. » J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dès que tu rencontres un passionné du jeu, tu tombes aussi sur un gars qui te pose des questions sur « Hey, comment ça marche si je veux me faire éditer mon prototype? Veux-tu essayer mon prototype? » Puis je pense que je parle ici de connaissance de cause. On a tous les trois des prototypes de jeux qu'on a fait comme « Les gars, mes prototypes. » Hey, là, on est en train de lever le voile sur des choses, là. Sur nos soirées. Ben oui. Mais pour le fun, voulez-vous... Je dirais que c'est dans tous les domaines. On voit une explosion des startups, par exemple. On voit une explosion pour des applications mobiles. Il y a tellement de choses qui, en ce moment... T'essayes-tu de nous parler d'un projet, là? Ouais, c'est ça. J'essaie de vous vendre encore. Je vous fais un pitch, là. Non, mais tu sais, il y a tellement d'explosions au niveau du petit commerce, des PME, tenter de gagner de rouler sa bosse, de gagner son pain quotidien. Gagner sa vie avec sa passion. C'est ça. Puis tu sais, souvent, les passions, ben, ça va être quoi? Ça va être les jeux, ça va être les applications, ça va être quelque chose qui va t'aider. Il y a trop de... Mettons sur Kickstarter, là, il y a trop de projets de pack-sac. Je sais pas pourquoi, là, mais il y a trop de projets de comme le sac voyage idéal. Yo, changer de passion, là, genre le voyage. Mais c'est vraiment les deux. C'est un bon exemple parce que Kickstarter, c'est vraiment les deux plus grosses choses qui vendent sur Kickstarter, c'est les voyages puis les jeux. Exact. J'allais dire les jeux de société, mais il y a les jeux vidéo aussi. Ouais. Mais juste avant de finir là-dessus, là, justement, savez-vous combien j'ai de projets en tête de jeux de société? Je les ai juste à côté de moi. Combien t'en as? 9. T'es-tu sérieux? Ouais.
sais, tu comprends? Si chaque joueur invente 9 jeux, c'est sûr qu'il y en a trop des jeux au bout du compte. C'est ça. Ouais. Non, mais en fait, tu sais, parce que moi, je pense que c'est un peu, tu sais, c'est une question pour rigoler, parce que je pense qu'on s'entend tous pour dire que les jeux, on aime ça, puis qu'au final, même s'il y a beaucoup de jeux qui sortent, puis que là-dessus, il y en a peut-être la moitié qui sont un peu semi-cuits ou des réinventions de l'eau tiède, il y a quand même énormément de bons jeux qui sortent chaque année, puis ça, je pense que c'est vraiment au bénéfice de tout le monde. Oui. Mais aussi, est-ce que ça peut nuire à l'industrie? Comme, tu sais, moi puis toi, Ben, on le sait, mettons dans l'industrie du théâtre, on le sait tous, il y a trop de comédiens. Il y a trop de jeunes compagnies qui font des shows. Et au final, même si c'est une bonne chose, ça nuit à l'industrie parce que finalement, tout le monde se bat pour les retailles de subventions. Est-ce qu'on voit pas quelque chose de même dans l'industrie du jeu où les super bons jeux qui devraient faire un carton, qui devraient être aussi connus que les aventuriers du rail, finalement se retrouvent à passer sous le radar parce que l'industrie a tellement changé. Là, tu parles de l'industrie. Si j'essaie de comprendre ta comparaison là, avec les comédiens, dans le fond, ça nuit à l'industrie dans le sens où les personnes qui veulent être comédiens pourront pas nécessairement gagner leur vie en faisant ça. Parce que... Au-delà de ça, même, il y a des compagnies qui vont simplement fermer, puis des compagnies qui sont trentenaires, qui sont, des institutions qui vont fermer parce que il y a trop de gens qui se bousculent pour rentrer. La part du gâteau est toujours plus mince pour tout le monde. Puis là, j'ai l'impression que, là, je fais la parallèle, on s'entend, c'est pas comparable, mais en même temps, là, je veux dire, il y a une part du marché, il y a un certain nombre de joueurs. Est-ce que éventuellement il y a peut-être des grosses compagnies qui vont se retrouver en difficulté financière ou des auteurs classiques, mettons Bruno Faidutti en parlait, qui à chaque fois qu'ils essaient de sortir un nouveau jeu depuis les dernières années, se retrouvent à devoir un peu pagayer pour se démarquer de cet océan, de ce raz-de-marée de jeux. Est-ce que si Citadel était sorti cette année, le jeu aurait connu un aussi gros succès que quand il est sorti à l'époque? Ben, moi, c'est pour ça que je pense que j'ai pas peur pour Bruno Faidutti, dans le sens où son nom est un trademark. C'est une marque de choix. Là, c'est sûr que si je vais vers un de ses jeux, c'est pas mal un choix assuré. Mais on en connaît d'autres, des jeunes créateurs qui tentent de percer dans cet univers-là et qui vont faire des collabos et qui vont Théo Rivière, Antonin Bocara. Ben, exact. Puis ces gars-là, plus ça va, plus leur nom, petit à petit, va faire du chemin. Mais c'est sûr que peut-être qu'après ma barre, ça va être plus difficile pour même la personne qui est sous ces gars-là. Là, c'est des gars, là, mais on pourrait très bien parler de filles. Il y en a aussi là, il y a des créatrices puis des designers, des dessinatrices, illustratrices formidables dans cet univers-là. Là. Mais c'est sûr que c'est les gens en dessous de ces deux gars-là, mettons Antonin puis Théo. Je me dis, effectivement, il va falloir qu'ils rament fort. Mais on a tous le souhait, ou on a tous déjà chéri le souhait, étant donné qu'on est des gens doués de création puis d'imagination. On a toujours souhaité juste partager un peu nos idées ou juste partager ce qui nous habitait, que ce soit par des histoires ou par des jeux, des concepts. Puis, tu sais, des fois, je me dis, vaut mieux un livre lu par une personne qu'un livre qui ne soit jamais finalement juste paru, tu sais. Ça fait que, même chose pour le jeu, moi, je pense. Mais il faut quand même faire la différence. Ouais, il faut quand même faire la différence entre les créateurs puis le marché. Dans le sens ça, c'est sûr. Tu sais, genre, c'est sûr que... Est-ce que la prolifération des jeux nuit aux créateurs? Oui, ça... C'est moi, sûr. Moi, je suis sûr que oui. Ouais. Le marché, par exemple, se porte quand même assez bien, j'ai l'impression. Il augmente à chaque année. Hein. On a lu sur le document que Pierre-Louis nous a fourni. Oui. Ah oui, ben... Hey, pour vrai, guys, j'ai trouvé un document, puis encore une fois... Chapeau à M. Faidutti, c'est lui qui l'a déniché sur Internet. C'est un dude. C'est lui qui devrait faire un podcast. Travaille ben oui, ben là, il faut... Laisse-y une chance, là. Puis, c'est un dude, en fait, qui travaille en analyse de données et qui est passionné de jeux de société, qui a fait un document où il analyse Board Game Geek, qui est une banque de données américaine qui recense au-dessus de 75 000 jeux de société. Puis, il a fait une analyse statistique du nombre de jeux qui sont parus chaque année.
recensés sur le site. Puis c'est tellement intéressant, il y a tellement d'informations. Puis Ben, toi, tu l'as feuilleté un peu, Ouais, right? tu viens de... Écoute, j'ai pu y glisser mes yeux pendant peut-être une trentaine de minutes. Puis, écoute, ne serait-ce que si on regarde... l'histoire du jeu de société a commencé vers 1900. OK, disons. On parle ici de la publication, de la mise en marché de jeux de table. Ouais. Puis, si on oublie les échecs et les Babyloniens, bien sûr, mettons. le jeu de cache-cache. Snakes and Ladders aussi. Mais quand même, tu vois, mettons, à partir des années 80-90, on a une réelle explosion du nombre de jeux qui sortent par année. On est passé de 1000 jeux, OK, même moins que ça plus, genre 600 en 1980 pour aujourd'hui, là, en 2017-2018, passer à plus de 3500 jeux par année qui sont sortis, qui sont édités professionnellement. Donc, c'est immense, c'est immense. C'est sûr que c'est un raz-de-marée ludique. Pensez-vous, ok, je vais essayer de rediriger la question face à ces chiffres-là. Pensez-vous que la prolifération de l'édition des jeux est pas nécessairement due au fait qu'il y a plus de design de jeux, mais qu'il y a une moins bonne lecture du marché? Dans le sens où, est-ce que les éditeurs qui sont en place ou les nouveaux éditeurs se disent « Oh ouais, il y a plus de joueurs, fait qu'il y a des gens qui veulent ces jeux-là. » Donc, un éditeur qui va éditer 3, 5, 6 jeux dans son année normalement va en faire 12, 13, 14, 15 en se disant « Là, je vais les vendre, tu sais. » Ben, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de ça. Moi, je pense que probablement que... Puis, encore une fois, on précise, nous, on n'est pas... on est un peu... On n'est pas sur la première ligne de ce débat-là. C'est-à-dire, on n'a pas de compagnie où on publie des jeux, mais on en côtoie plusieurs. Puis, je pense que c'est rendu presque essentiel aujourd'hui d'avoir un catalogue varié. Si tous tes œufs reposent dans 2 ou 3 jeux, c'est tellement un marché de nouveautés aujourd'hui, le jeu de société. C'est presque comme le livre. Je veux dire, à chaque année, il faut que tu aies du nouveau stock. Tu peux pratiquement plus reposer uniquement sur un seul titre. Parce que ce titre-là ne se vendra pas de façon constante pendant 20 ans. Ça n'existe plus des jeux comme ça, là, comme Catan. Ou bien, du moins, ils sont extrêmement rares. Fait que j'ai l'impression que il y a plusieurs jeunes compagnies qui mettent leurs œufs dans plusieurs paniers, puis qui font plusieurs titres. Puis, fait que c'est pour ça que des fois, j'ai l'impression que, OK, bon, on en vend un petit peu moins que 2000 copies, mais au moins... C'est un projet de cœur. Ouais, c'est un projet de cœur. C'est un projet de cœur, que, tu sais, la grande différence entre les jeux de vidéo et les jeux de société, ça va rester le fanbase. Tu sais, le jeu vidéo, ça touche tellement plus de monde parce que c'est solitaire, t'es chez vous, tu startes ta console quand t'en as envie. Le jeu de table, bien sûr, ben c'est de ramasser ses amis dans un espace donné puis de s'amuser durant un temps donné. Puis on le consomme d'une manière complètement différente aussi. Ouais. Moi, je peux en avoir... je suis vraiment plus dans le milieu du jeu de société que dans celui du jeu vidéo, mais j'ai définitivement 30 fois plus de jeux vidéo dans mon ordinateur que sur mes tablettes. T'sais. Ouais. Absolument. Ouais. Ah, c'est vrai. Puis tu sais, en fait, tu l'as dit même au tout début de la conversation, Doyon, nous, on le consomme, les jeux, de façon différente aussi. Je veux dire, c'est impossible. On a le mandat d'essayer toutes les nouveautés, essayer de trouver ce qui est le mieux, qu'est-ce qui sort à chaque année qui vaut la peine d'essayer, mais de tout essayer ça, c'est maintenant rendu impossible. Puis on est un peu dans une mentalité où il faudrait, dans le meilleur des mondes, pouvoir tout essayer. Mais puis c'est pour ça qu'on consomme beaucoup, puis souvent de façon unique, ou même des fois, on fait juste un tour de certains jeux, juste dans des conventions. Des fois, tu fais un essai qui dure 20 minutes pour voir de quoi ça a l'air, parfois, les mécaniques. On regarde même des vidéos de d'autres mondes qui parlent de ces jeux-là, puis on se fait une tête sur le jeu, tu sais. Ben oui. Ouais, avant de l'essayer. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font partie de ce hobby-là, qui sont vraiment des passionnés à fond de caisson, qui consomment leurs jeux comme nous, qui sont dans un mindset où ils veulent pas nécessairement la rejouabilité, mais ils veulent vraiment essayer chaque nouveauté de l'heure. Ça devient comme une espèce de
vraiment un marché de nouveautés comme le roman. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce que vous le percevez de cette façon-là? Ben, moi, les jeux de société, ce qui m'attire à l'intérieur de ça, c'est les concepts. Je suis de ces gens qui vont jouer à un jeu parce que, genre, il y a une nouveauté. Je vais faire genre, ouh, ok, ça c'est hot, j'aurais jamais pensé à ça. Pour l'essayer. Moi, je veux essayer ça. Ensuite, est-ce que je vais y rejouer nécessairement plusieurs parties? Non. Parce que, bizarrement, je vais avoir étanché ma soif. Tu sais, je vais avoir simplement absorbé ce que j'avais absorbé de ce concept-là. Dorénavant, il fait partie de ma banque de concepts. Puis là, je peux te dire, ah, ok, c'est cette mécanique-là qui a été utilisée dans ce jeu-là. Ah, mais elle ressemble à l'autre de l'autre jeu que j'ai joué, mais elle est encore en meilleur. Ou ah, non, je sens pas qu'il y a de nouveauté ici. Puis là, bizarrement, je vais avoir une insatisfaction. Fait que je me classerais... Tu parles d'un point de vue de consommateur, vraiment, là, tu sais, de gars qui jouent à des jeux, tu sais. Ouais. Moi, quand tu as posé la question au début, Pierre-Louis, puis quand tu nous as dit à l'avance que c'était ça le sujet de la conversation, moi, je me suis vraiment tout de suite placé d'un point de vue pas d'un média nécessairement, mais vraiment du milieu du jeu de société en général. Tu sais, je trouve que si on se compare justement aux jeux vidéo, au cinéma, aux autres produits culturels, je pense que la courbe, le jeu de société tarde à être aussi prolifique que ces autres produits culturels-là. Comme on l'a dit plus tôt, évidemment, on les consomme pas de la même manière, mais je pense que le gros problème, puis ça c'est moi, personnellement, je trouve en tant que créateur de contenu, puis en tant que consommateur de jeux aussi, le gros problème, c'est la communication. Je pense que c'est l'information des nouveaux jeux qui rentrent, ne se rend pas au public. Vient pas assez vite. Ouais. Puis même à l'interne, tu sais, même chez les éditeurs, les distributeurs, même eux ne savent pas. Je regardais hier, ok, je donne un exemple. Je regardais hier Nintendo, le Nintendo Direct, ok. C'était la conférence de Nintendo qui font à peu près, ça dépend, là, dépendamment de leurs nouvelles, ils font soit aux 6 mois, soit à l'année. Des fois, ils en sortent plusieurs. Il n'y a pas vraiment de date, mais ils disent 26 avril prochain, tel jeu sort. Ouais. T'imagines-tu dire ça en jeu de société? Ouais. Genre, ça n'existe pas. Genre, quand les jeux sortent, là, vous savez, c'est quand que les jeux sortent en jeu de société? C'est quand ils sont en boutique. Ouais. T'es à la boutique, tu le vois, tu fais « Ah, il est sorti! » Ou genre, hey, c'est une nouveauté. C'est la première fois que je vois ce titre-là. Je vais lire pas la derrière de couverture, là, mais je vais lire le derrière de la boîte. Le meilleur que tu peux avoir comme info au niveau des sorties de jeux de société, ça va être dans le 2e quart ou dans le 4e quart de l'année, peut-être. Ouais. Puis, j'avoue que, si on le compare à d'autres industries culturelles, là, même si c'est un terme là, qui sonne tellement... Là, non, mais une saison théâtrale, je veux dire... Aux études facile, commerciales. Tu le vois, c'est tangible. Tu vois ta saison apparaître un an d'avance. T'sais. Puis il y en a déjà énormément, je veux dire, du théâtre, même si on le sait qu'au final, il y a trop de théâtre, il y a trop de comédiens, il y a trop de... Genre, ça fait déjà des années qu'on en produit à la pelletée, même chose pour les livres, même chose pour les films, parce que c'est juste... les gens, parfois, sont prêts à le faire pour absolument rien. Ils veulent juste le faire. Sortir l'idée de leur corps. Ouais, puis j'avoue que si on compare le jeu de société à ces autres réalités-là, ben toutes les autres réalités, mettons, tu sais, t'as des médias pour couvrir, pour... tu sais, je veux dire, absolument. Là, oui, on pourrait dire que pour le jeu de société, il y a Etugan, ben oui, mais non, c'est pas ça notre mandat. Tu sais, genre, puis si tu prends les 3 gros, ok, la sainte trinité du jeu de société, là, tu prends Dice Tower, non pas les compagnies, vraiment les médias, tu sais, Dice Tower, Trick Track, puis BGG, ok. Tu prends comme ces 3-là là, pour en nommer 3 là. Parce que je pourrais parler de Shut Up and Sit Down, je pourrais parler de... C'est moi, un que j'écoute beaucoup, c'est Chris Bryan, mais tu sais, nommons-en juste 3. C'est 3 entités avec des mandats complètement différents, mais il n'y en a aucun qui est aussi efficace qu'un IMDb, par exemple, qui va te dire telle date, voilà toutes les teasers de tous les jeux. Certains diront, oui, c'est tout sur BGG, mais
t'as-tu envie Ouais, non, de le c'est pas trouver c'est sur pas user-friendly. Mhm. Non. Mais j'avoue, mais tu sais, je sais qu'on s'écarte un petit peu du jeu de société, mais au niveau du jeu de rôle, Wizard of the Coast, qui est la maison d'édition qui publie Donjons Dragons, entre autres, eux autres, ça va faire quelques années là, qu'ils ils sont rendus qu'ils en font un événement à chaque sortie de livre. C'est précédé d'un grand festival de streaming sur Internet où est-ce qu'ils montent des décors hollywoodiens pour présenter le nouveau livre, le nouveau monde, les règles. Il y a des gens qui vont jouer une partie dans cet univers-là. Ils en font vraiment un événement. C'est un cirque médiatique que j'ai l'impression qu'on voit nulle part dans le monde du jeu de société. Puis, mais ça, c'est un livre qui vont sortir. Fait que c'est un jeu. Mettons, ils vont sortir... ils vont sortir Waterdeep Dragon Heist, mettons. Ils vont sortir, OK, le nouveau livre où... Puis là, ils en font un événement, c'est leur grosse sortie annuelle. Même chose quand ils avaient fait Tomb of Annihilation. T'aurais Fantasy Flight qui, à Gen Con, le font. Ils font toutes les nouvelles de Fantasy Flight. C'est qui va être à Gen Con? C'est vraiment juste... Là, c'est un événement privé aussi, qu'il faut payer des billets. Non, mais la journée où il y aura une compagnie qui va le faire... Doyon, là, qui va vraiment genre décider d'investir en amont sur la sortie de ces jeux, comme proposer une saison de sortie ludique. Tout le monde va emboîter le pas. Là. Je veux dire, ça va être impossible que personne fasse ça. T'sais. Ça va être impossible. Il faudrait qu'il y ait une formule, il faudrait qu'il y ait une demande. En fait, la vraie manière là, de changer ce système-là, parce que le milieu du jeu de société est encore bien qu'il grossit, il est quand même convivial, puis les gens peuvent se parler, tu sais. Je pense que ça va venir vraiment du public. Quand le public vont rentrer dans une boutique de jeux, puis qu'ils vont se mettre à dire, ben voyons Chris, vous savez pas que ce jeu-là, quand est-ce qu'il sort, les clubs vidéo, dans le temps, ils savaient que telle date, tel film sortait, tu sais. Genre... Tant qu'il n'y aura pas cette demande-là du public, ce besoin-là d'avoir des dates, puis il n'y aura pas ce gros travail d'information-là qui va être brassé. Puis c'est pas parce que Fantasy Flight ou Asmodée ou qu'une grosse compagnie fait comme mon jeu va sortir le 11 février, whatever, que les autres vont emboîter le pas, parce que si c'est pas une demande du public, si c'est pas un besoin qu'ils ressentent, c'est bien trop de travail. C'est bien trop de travail. Ouais, c'est cette coordination-là à travers parfois plusieurs continents, c'est pas nécessairement évident, j'ai l'impression non plus. Non, c'est clair. Puis j'aimerais ça relancer la question d'un autre côté, là, en faisant un petit jeu, un exercice. À votre avis, à travers tout ça, là, on connaît tous les gigas classiques qui sont encore des valeurs sûres. Je veux dire, qui se vendent encore à des dizaines de milliers de copies chaque année. Les Aventuriers du Rail, Catan, il y en a plein. À votre avis, aujourd'hui, à travers cette marée de jeux, quel jeu on va se souvenir dans 10 ans? Est-ce qu'il y a encore des jeux aujourd'hui qui, malgré tout, ont le potentiel de devenir des classiques? Ben oui, je pense que oui. Puis je pense que même d'une année à l'autre, on le voit, là, dans le sens où, pour n'en nommer que quelques-uns, là, je dirais Terraforming Mars, Terraforming absolument. Mars? Terraforming Mars, Gloomhaven. Gloomhaven. Mais tu peux pas. C'est ça. Quand tu compares aux Aventuriers du Rail, par exemple, à la hauteur des Aventuriers du Rail, je dirais Azul. Ouais, peut-être quelque chose de même. Tu sais, mettons, dans 10 ans, tu rentres dans un magasin de jeux de société et tu fais « Salut, j'aimerais une copie de Azul. » Puis il n'y a pas quelqu'un qui va te regarder avec des yeux bizarres, là, genre un jeune avec les cheveux bleus puis des piercings dans les oreilles qui va te dire comme « Ah, cool. » Qui va avoir des rééditions assurées pendant 10 ans. Azul, moi, je suis prêt à le croire. Parce que Gloomhaven va plus se rapprocher d'un... c'est quoi, c'est Mage... c'est-tu Mage Knight? Mage Knight. Je pense qu'il va être tough à trouver un mini Gloomhaven. Moi, je pense que ça va peut-être être comme un genre de... Collector... De Hero Quest, là. Quand tu l'as acheté quand c'était le temps, tu fais comme « Oh man, t'as jamais joué à Gloomhaven. Oh man, il n'y a plus de copie nulle part, fuck that shit. » Blood Bowl qui est comme difficile à trouver, mais là, ils ont fait une réédition, mais là, elle coûte 150$. Ouais. Mais... Codenames, pour sûr. Codenames va rester dans les classiques. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que c'est pas plus, donc, des jeux un petit peu plus... Parce que, tu sais, Codenames, c'est pas un jeu pour experts, là. C'est un jeu très average, mettons, là.
Ben, Catan, Carcassonne, Les Aventuriers du Rail, on parle toutes d'affaires, Ouais? de trucs qui sont assez légers, là. Oui, ben c'est ça. Est-ce que c'est pas des jeux légers qui traversent l'âge? Ben, de deux manières, C'est une bonne parce question. que c'est ça, là, on est en train de parler et des jeux qui vont se retrouver encore édités dans 10 ans, puis encore sur les Mhm. tablettes. Ouais. Fait qu'avec une certitude que les gens vont rentrer dans le magasin et sans poser de questions à personne vont dire C'est ça que je veux. il est là, Codenames est là, tu sais. Ouais. Fait qu'ils vont aller le chercher. Par contre, Mais tu sais- si on compare justement à Terraforming Mars, Gloomhaven, Sight, c'est des jeux qui seront peut-être plus édités, qui sont peut-être plus difficiles à trouver, mais qui vont être des piliers pour ce que les jeux dans 10 ans vont être. Ouais, puis ils vont garder des communautés très actives, je pense, autour. Je pense que il y a des gens qui vont continuer à jouer à Gloomhaven. En fait, je suis certain qu'il y a des gens qui n'auront pas terminé Oui, c'est ça. l'ensemble de la campagne dans 10 ans. C'est sûr. Mais ouais, ça, je pense que c'est des jeux qui vont rester dans l'univers collectif. Mais parce que c'est vrai que c'est Ben, tough aujourd'hui. les jeux de party. Un Les jeu jeux de est- party, il y en a des cryptos. Je pense que des cryptos a Oui. peut-être des chances. Ouais, non, je suis d'accord que Decrypto a vraiment laissé une marque indélébile en ce moment dans le milieu du jeu de société, euh, même à l'international, là. Tu sais, quand je suis allé en Angleterre cette année, il y avait des Decrypto, là. Ah ouais, hein? Ouais, Ouais, absolument. Il était là, tu sais. c'est une bonne question. Je sais pas. Je sais pas si je serais prêt à prendre le pari que Decrypto va être encore édité dans 10 ans. Ben ça, c'en était un autre. Parce que C'en ça était va un autre, tellement ça, vite. le créateur de Decrypto, Thomas, tu sais. Tu dis, Ouais. ben, il va avoir fait un hostie de jeu, là, c'est un hit, là. C'est un crise de hit. Puis, tu sais, est-ce que par la suite, c'est son deuxième, troisième, quatrième, cinquième jeu, s'il a envie de continuer ça, va être plus facilement édité qu'une autre personne, plus facilement ou plus vite acheté qu'un autre jeu? On parlait de ça tantôt aussi. Là. Ça fait... Ben, absolument, parce que son Ouh. nom, je pense, à Thomas est... Ben, je sais pas comment dire. En fait, la seule facilité que Thomas va avoir, je pense, ça va être au niveau de Du premier sa contact. connaissance du milieu, ouais, c'est ça. Mhm. C'est Mhm. sa connaissance du milieu et ses connaissances dans le milieu. C'est ça. Disons ça comme ça. Mais, Puis- ouais, vas-y. Peut-être juste pour essayer de conclure ça, est-ce que vous voyez peut-être quelque chose, vous, que vous dites comme ah ben un côté positif à tout ça en disant comme c'est quoi le bon qui sort de tout ça? Est-ce que ça a vraiment permis au milieu peut-être ou à la qualité générale de ce qui est offert aux joueurs de s'améliorer? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif à ce raz-de-marée de jeu? Qu'en dites-vous? Ben, je prendrais le relais en disant... Je suis vraiment comme Christian Sorel, je viens de le réaliser. On prend toujours un jeu. Oui. On prend toujours un jeu, ça aurait pas été ça dans le podcast. Oh non. Oh non. Moi, je pense sérieusement que ça fait la part belle au jeu, à cet univers-là, que d'avoir une multitude de propositions à chaque année. C'est parce que c'est parce qu'on a 3500 jeux qui sortent par année qu'il y en a dorénavant 300 qui sont géniaux, tu sais. Parce que C'est vrai qu'il y en a beaucoup de très ben très oui, bons. sinon on n'aurait pas eu, tu sais, on n'aurait pas ça. Je veux dire, s'il y avait 500 jeux qui sortaient par année, ben il y en aurait 30 qui seraient bons par année et non 300. Puis c'est le fun qu'il y en ait 300. Il y a toujours ma petite il y a toujours ma petite part écologique qui rentre en ligne de compte. Puis Ah, je me dis qu'il y a plein de jeux qui ne se joueront jamais, ou il y a même des nouveautés qui font que les jeux, ben, on y joue une fois, puis ensuite on les détruit. Là. Il y a plein de... Mais ça va faire probablement qu'il va y avoir une cité qui vont construire une citadelle de jeux de société qui va survivre physiquement Dans un monde post-apocalyptique. Ouais, exactement, tu sais. Ok. Moi, je où tout le monde vit dans des petites colonies de Catan. Exactement. Why not? Dans J'aime des ça. boîtes vides. Moi, je pense que ça... Mais c'est vrai que c'est la multiplicité qui fait, qui Ouais. fait qu'on a des chefs-d'œuvre. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup d'excellentes idées, puis j'ai l'impression que ça a haussé aussi les standards, juste au niveau du look, du visuel des oui. jeux. J'ai l'impression que dans les dernières années, ça n'a jamais été aussi important parce que tu peux avoir un jeu génial qui va passer en dessous du radar simplement parce que la boîte LED. n'est pas attrayante. Moi, j'ai l'impression que c'est en corrélation directe la qualité de... C'est des œuvres d'art, littéralement. Là. Il y a certaines boîtes que j'encadrerais dans mon salon. Là, tu sais.
Il y a certaines personnes qui vont acheter des jeux juste pour la valeur de revente dans le futur. La boîte sera jamais ouverte. Donc, il y a des collectionneurs aussi qui font évaluer le prix du marché, tu sais. Qui font évoluer, plutôt. Ouais, c'est vrai que possiblement ça peut faire partie du truc. Mais moi, je pense que cette multiplicité-là va amener des curieux de d'autres milieux. Puis justement, tu sais, la raison pour laquelle il y a des... Je vais prendre Mr. Cuddington comme exemple, tu sais. À la base, ce couple-là, ces personnes-là, c'était des designers graphiques, mais ils se sont comme amourachés du milieu du jeu de société, puis ils se sont mis à nous donner les plus belles images de jeux qu'on a aujourd'hui. Ouais. Tu sais. Puis c'est des Les jeux Québécois. de société. Absolument, on les adore. Puis peut-être que si c'était pas du fait qu'il y avait des cafés ludiques dans leur coin ou des bars ludiques dans leur coin, puis ça leur donnait envie de jouer, mais peut-être que ils auraient juste fait autre chose de leur talent, tu sais. Ah ben ça c'est un autre sujet qui serait fort intéressant à couvrir, les cafés ludiques, parce que ça a démocratisé l'univers du jeu de société en tabarnouche, mettons. Ouais. Ben ouais, puis c'est vrai qu'avec tous ces jeux-là, des fois t'as pas besoin de l'acheter. Tu peux juste aller l'essayer dans un café ludique, puis je pense que les cafés ludiques, c'est la conséquence directe de cette avalanche ludique. Absolument. Ben écoutez... Moi, j'espère vraiment que ça va attirer justement du monde de plein de milieux, tu sais, des entrepreneurs, des gens qui ont des visions au niveau de ce que pourrait devenir ce marché-là, puis vont faire en sorte que... On va parler de la ludification un jour, là, parce que tu sais, c'est la plus belle preuve que le jeu de société, puis la société entière veut jouer en ce moment, veut se divertir, tu sais. Il y a de la ludification partout dans toutes les entreprises. Hey, il y a ben voilà, puis écoutez, messieurs, dames, c'est pas fini parce qu'il va en avoir d'autres épisodes comme ça, il va y avoir d'autres émissions, d'autres sujets. Alors n'hésitez pas si vous voulez converser avec nous, si vous avez un avis, si vous voulez participer à cette grande déblatération. Venez participer, abonnez-vous à notre page Facebook et bien sûr, vous pouvez aussi donner un petit like sur évaluer notre podcast. Mettez-y 5 étoiles, dites voyons, ces gars-là sont donc bien intéressants, puis c'est donc bien tight. Puis avant de continuer, Doyon, avant de continuer, tu voulais pas, toi, nous dire quelque chose? Ben oui, absolument, Pierre-Louis. On a un deuxième commanditaire pour l'émission d'aujourd'hui. C'est complètement fou. Puis je tiens sincèrement à les remercier parce qu'ils se sont investis dans le podcast avant même d'avoir entendu qu'est-ce qu'on allait produire. Fait qu'ils ont aucune idée. Je leur ai dit, ça va parler de jeu, ça va parler de nous, ça va être éclaté, ça va être le fun, ça va être épais comme ce qu'on fait. Fait donnez-nous de l'argent. Et notre deuxième commanditaire aujourd'hui, ben, ça tombe bien parce qu'on en a parlé très brièvement, là, mais du gaspillage. Hein? Oui. T'as parlé justement, toi, t'essaies de zéro déchet, Ben? De plus en plus. De plus en plus. Je sais que mon empreinte écologique soit diminuée de jour en jour. Ben, c'est cool parce que notre deuxième commanditaire, c'est une jeune entreprise, puis ça s'appelle Bateau. Puis c'est une entreprise pour laquelle on a beaucoup, beaucoup d'amour parce que c'est une jeune entreprise, c'est une amie en fait qui a ça. Et elle, ce qu'elle fait, c'est des mouchoirs réutilisables. OK. Donc, c'est assez funky, puis c'est surtout vraiment très, très beau. Allez voir ça, bateaubateau.com, c'est superbe. OK, je vais me relire mon affaire parce que je me laisse emporter, mais... OK. Ben, en fait, check, brainstormons un petit peu, là. Moi, l'idée des mouchoirs réutilisables, c'est quelque chose qui m'était jamais venu en tête. C'est vraiment comme d'avoir ça personnellement. J'ai jamais fait comme, hey, j'ai besoin de ça. Mais les mouchoirs réutilisables existent depuis que le monde est monde. Parce que ben, exact, les gens, à la place de tirer ça au sol, se mouchaient, puis foutaient ça dans leurs manches. Là, absolument, mais là, tissu. C'est ça qui est le fun, c'est qu'elle en a fait quelque chose de vraiment clean, puis de vraiment adorable. Est-ce que tu as vu, Ben, ce qu'elle fait sur bateaubateau.com? Moi, je me suis mouché dans ces mouchoirs. Ben non. Ben oui. Vas-y. Raph avait
Raph a acheté une boîte de mouchoirs réutilisables à Bateau Bateau. Puis quand je suis allé chez lui pour jouer à des jeux, eh ben j'ai eu la chance de pouvoir me moucher parce que son maudit chien C'était passe comment? poil. Ah, ok. C'est une expérience. C'est une expérience spéciale et enrichissante. Tu ne veux plus jamais te moucher dans un Kleenex jetable par la suite. C'est tellement fou, hein? douillet, c'est tellement soyeux, ça n'a pas de sens. Elle utilise... c'est quoi son tissu? C'est genre de la... Mais Raph, il a dit que c'est comme de la ouate pour Ouais, carrément. Puis- Oui, carrément. Puis ils sont vraiment... Là, je les ai pas vus... laver par la suite puis être réutilisés une seconde, une tierce, une quatrième fois. Mais Mais... ils viennent dans un superbe design de boîte. Il y a plein de boîtes qui sont superbes. Vraiment, c'est un objet à avoir chez soi. Je savais pas que j'en avais besoin avant de les voir. Puis là, j'en veux. Puis ça fit aussi, la petite boîte, elle fit avec un mini panier pour déposer les mouchoirs jusqu'au prochain lavage. Exact. Fait que des petites corbeilles, oui. c'est superbe. Je trouve le lien intéressant ici de dire que les mouchoirs réutilisables, puisque le design est cute, puisqu'il y a un souci sur le design, tu veux en acheter. C'est la même chose pour les jeux de société. C'est beau. On vient exactement dire la même chose. C'est classe. C'est vraiment important un design. C'est vraiment, vraiment important. La première chose que les gens, le client voit, c'est ça. Puis là, tu peux le posséder chez toi. Puis je trouve que c'est vraiment une belle manière de réduire ton impact de gaspillage. Et Bateau, en plus d'être notre commanditaire pour l'émission, a accepté de vous offrir 10% de rabais. Quoi? Tu veux? Encore? Ouais! 10% de rabais si vous achetez via bateaubateau.com avec le code 2JB. Allez voir ça. 2JB. Ben oui, comme 2 jeux bacon. C'est génial. Fait qu'allez voir ça, c'est doux, c'est beau, c'est zéro déchet, on capote. Yes! Bon, ben merci encore Bateau. Merci à Et toi, merci Doyon. aussi à la récréation. Oui. Ben oui, absolument. Merci à nos partenaires. Puis, écoutez, on aimerait terminer l'émission justement avec la partie qu'on attendait, la partie qui est le plus tripante aussi. Là, c'est à quoi vous jouez, guys? À quoi vous avez joué dernièrement? Y a-t-il des jeux auxquels vous vous êtes adonnés, auxquels vous allez jouer, que vous voulez nous parler? Ben, à quoi t'as joué? Écoute, moi, Pierre-Louis, pendant mon temps des fêtes, j'ai découvert un petit roll and write qu'on a nous-mêmes, avec EtuGame, proposé lors de notre top 5 des jeux à mettre dans le bon Noël. Puis je ne cesse d'y jouer depuis. Et c'est très rare, comme je vous disais, puisque je joue rarement à des jeux plus de 3-4 fois. Railroad Inc. Pour vrai, Bleu ou rouge? Je joue au rouge, mais j'ai pas encore compris vraiment comment utiliser l'extension. Je trouve que déjà le jeu de base surpasse de loin son extension. Puis là, ben ouais, ça fait plus de 30 games que je joue, minimum. Puis c'est ça, fou, hein. puis je dirais, mettons, Dice Throne, c'est formidable aussi, genre. Vous autres, puis Dice Throne. Oh man, c'est incroyable. C'est incroyable ce jeu-là. C'est tout le feeling que je ressentais dans mes games de jeux vidéo quand je jouais genre à Mortal Kombat ou à Street Fighter, mettons. Puis je ressens vraiment ce feeling-là de petit gars qui est satisfait puis qui a vraiment envie de péter à gueule à genre mon ami qui joue avec moi. Les miniatures desquelles tu peux arracher la colonne aussi font beaucoup au feeling Mortal Kombat. Ça serait malade! Ça serait malade. À noter qu'il n'y a pas de miniature dans Dice Throne. Non, mais il y en aura prochainement. Ceci était une plaisanterie. Puis toi, mon doyon. À quoi tu joues? Moi, je vais me répéter parce que on en a fait une mini critique, mais j'ai vraiment trippé sur Heartland, The Great Heartland Howling Company. Puis j'ai tellement aimé ça parce que c'est un jeu qui date quand même, là, je dis ça, mais je sais pas de à quelle année ça a été édité. On l'entend taper sur son clavier. Ben oui, c'est ça. Avec ses gros doigts saucisses. 2013, fait que ça fait quand même quelques années. Ça fait une vieillerie, une vieille patente. Mais j'ai fouillé un petit peu sur BGG, justement, un top des meilleurs jeux de Pick-up and Delivery, parce que c'est une mécanique que j'aime beaucoup. Et Heartland revenait souvent comme un des meilleurs jeux de Pick-up and Delivery.
Et en lisant derrière la boîte, pour de vrai, j'y croyais pas. J'étais comme, ben là, c'est ben trop niaiseux. Ton petit bonhomme, tu te promènes sur des cartes, tu pognes des cubes, tu te promènes, tu drops des cubes. C'est tout, tu sais. Ouais. Fait que, mais j'ai vraiment été sonné par l'efficacité du jeu. Le fait que ça se joue en une vingtaine de minutes maximum, c'est vraiment le fun. C'est vraiment cool. Il y a vraiment un aspect aussi, j'en parle dans mes critiques encore une fois, mais c'est très immersif dans le sens où c'est stressant, en fait. Ça devient vraiment une joute de compter tes cartes versus les cubes, ceux que tu embarques, ceux que tu laisses. Est-ce que tu investis les jeux de mathématiques un peu comme ça. Là. C'est ça. Est-ce que tu investis... C'est des camions, c'est ça. Tu fais des livraisons de camions dans le Midwest américain. Exactement. Chaque joueur a un petit camion, puis tu le déplaces sur des cartes, puis tu prends des petits cubes qui représentent... Ouais, ben c'est des petits cubes qui représentent de la marchandise. Hein. Okay. Tu as 4 types de marchandises. T'as les... De la drogue! Non, ça serait bon, ça serait une bonne thématique. L'extension cartel. T'as des petits cochons, des petites vaches, qui sont plus rares, mais valent plus cher. Okay. Et les petits pois et le blé, qui sont plus... qui en a beaucoup plus, mais qui valent moins cher. Là, c'est tout le temps la stratégie de... Est-ce que je me spécifie ou est-ce que je me professionnalise dans le chargement de cochon? Fait que c'est vraiment fun. Comme tout le monde. Oui, c'est ça, comme tout le monde. Puis là, ben, on se déchire à essayer de pogner les cochons. Là, j'ai vraiment aimé ça. Puis ça joue super bien à deux aussi. Puis moi, je suis... Ben, comme vous le savez, là, puis Pierre-Loup aussi, c'est pareil. Là. Ben aussi, je pense, en fait. C'est des petits jeux à deux. Qui sont le fun puis immersifs, c'est sûr ça tombe dans notre talle, forcément. C'est ça. Ouais. Les scénarios, c'est toujours important aussi. Hein. On le répétera jamais assez, là, mais genre une bonne histoire, un bon scénario, c'est cool dans un jeu. Comme là, tu sais, justement, ce trucker-là qui s'en va chercher ses cochons le matin, tu le vois tout de suite. C'est quoi son backstory? Yes. Ça, c'est de l'histoire, mon ami. Son histoire est folle! Le lore derrière sa barbe. Ah, ben... Parlant d'histoire, moi, le jeu dont je veux parler, c'est pas un jeu auquel j'ai joué, mais c'est un jeu auquel je vais jouer bientôt, et c'est la nouvelle extension de Game of Thrones, de Board Game. Oui. Les dragons. Oui. Les dragons, la maman des dragons, c'est une extension avec Daenerys Targaryen. Puis tu sais, je sais pas si j'en avais parlé, mais quand on s'est mis à triper le solide sur Game of Thrones, là, avant Etu Game, on jouait comme une fois semaine avec Quintal puis Marc-André Thibault, puis j'avais fait une extension maison. J'avais dessiné sur une feuille de papier toute la côte de Essos avec les villes libres. C'est que c'est geek. C'est tellement geek, Pierre-Louis. Là. Je te l'ai jamais dit assez, là, mais c'est tellement geek. Mais c'est tellement toi. C'est le fun que tu lui dises ça aujourd'hui dans un podcast sur les jeux de société. Puis la nouvelle extension, c'est pratiquement exactement ça. Mais encore mieux, parce que... T'as pas besoin de le faire toi-même. Gros défaut. T'as pas besoin de le faire toi-même. T'as pas l'air weird devant ta blonde pendant 3 soirs d'affilée. Mais c'est long dessiner une carte comme ça. Ça prend beaucoup de place à la table de la cuisine aussi. Mais non, parce que ce qui arrive dans la nouvelle extension, c'est qu'en plus, ça vient vraiment réparer une des grosses faiblesses de Game of Thrones, de Board Game. C'est que si t'étais pas 6 joueurs... C'était vraiment brisé comme jeu. C'est que ça devenait le fun juste quand t'étais 6 parce que l'équilibre du jeu et des forces des différentes factions était pensé pour 6 joueurs. Fait que quand tu jouais à 3, les Baratheons avaient toujours un avantage. Et là, ce qui règle ça, c'est que en tout temps, il y a toutes les familles sur le board. Fait que ça devient un gros party de plein de factions différentes, mais à chaque tour, tu peux miser pour prendre le contrôle d'une des familles et de leurs pions sur le board. Okay. Donc, par exemple, Ben, OK, mettons, moi, je contrôle les Lannister, c'est ma famille vassale. Ben, je peux déplacer leurs pions, puis je peux faire que leurs pions à eux autres, on s'entend, c'est comme un personnage neutre, là. Ils ont des pions sur le board, mais ils sont à personne. Mais là, j'ai contrôle, puis j'ai fait t'attaquer. Mais si toi, tu mises assez, peut-être que le prochain tour, tu peux retourner les Lannister contre moi. Tu comprends? Dieu!
Fait que c'est tellement thématique. J'ai tellement hâte d'y jouer, mais j'ai tellement peur que ce soit raté. Mais est-ce que, Pierre-Louis, j'aimerais avoir quelques détails de plus. Est-ce que tu contrôles une famille de facto? Est-ce que tu as une famille? Ok, Oui. quand même. Donc, c'est les autres. Le jeu de base demeure Ok, le ok, même. ok, ok. Ouais. Fait que si. C'est juste qu'il y a des factions nerds sur le board que tu peux éventuellement contrôler. Ok. Et encore, je dois dire, là, c'est ça, j'ai pas joué. Alors peut-être que ça fonctionne pas du tonnerre. Moi, j'ai le feeling que ça va me permettre de jouer à ce jeu-là à 4 ou à 3 joueurs. Reste à voir. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Puis je viens de voir que Shut Up and Sit Down ont sorti une critique du jeu aujourd'hui. Très Sont cool. toujours Fait que je deux pense coups d'avance. Le podcast se termine et je vais aller voir ça tout de suite. Puis j'ai bien hâte d'y jouer. Ben écoutez, guys, déjà, je pense que c'est la fin Oui, c'est la du premier épisode. Ben oui. Ouais, Puis prochain épisode, on va parler du fait que tu te rappelles de tous les noms des personnages de Game of Thrones et que tu les prononces avec une diction impeccable. Impeccable. Tabar. Oh mon Hey, Dieu. j'ai commencé à DMer là, du D&D là, puis je rush pas mal avec les petits noms des royaumes oubliés. Là. Ah ben c'est ça. Oh mon Dieu, mais les royaumes oubliés en plus, là, vous l'avez peut-être vu là, pour ceux qui écoutent notre podcast où on joue à Waterdeep Dragon Heist, mais je sais pas ce qui arrive là, avec Ed Greenwood, le créateur des royaumes oubliés, mais tous les noms sont genre, ils ont pas rapport. Là. C'est le cliché de c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est difficile de builder de l'empathie pour des personnages qui s'appellent Grugnar. Là. C'est très difficile. Ouais, c'est vrai. Floun Blackmar aussi, qui est devenu Floun. Ben oui, puis comment ça se passe? Vous avez fait votre deuxième game? Ouais, mais là, on bosse l'heure, mon ami. Ben écoutez, ce sera pour un autre épisode. Alors, Doyon, le prochain épisode, on veut un compte-rendu complet de ta campagne Donjon Ou bien que tu Avec nous en parles grand dans un plaisir. extra. Est-ce qu'on pourrait avoir un extra? Dans le sens où les gens peuvent payer des milliers de dollars pour avoir accès, disons, à l'extra de Marc-Antoine qui nous explique sa deuxième game de D&D. Je vais vous donner un ouais. teaser. Là. Nous, on a un personnage qui s'appelle Gungraine, Non! puis tout le monde l'appelle Gangrène. C'est ça. Ok. Ben, tu vois, alors ça va être sur l'extra, si vous voulez payer. Vous allez entendre l'histoire de Gungren. Non, mais sérieusement, merci tout le monde d'avoir été là au rendez-vous. On va faire ça mensuellement, alors vous pouvez vous abonner, bien sûr, à notre page Facebook. On va aussi mettre ça ça va être sur Spotify, ça va être sur iTunes, ça va être partout où il y a des podcasts, absolument partout. Alors, restez à l'affût de notre prochain épisode. Et là-dessus, j'aimerais remercier encore une fois nos partenaires, La Récréation, Bateau. Et j'aimerais ça aussi remercier, comme toujours, mes deux chaleureux comparses. Alors, Benjamin Desiel. Bravo! Merci. Et Marc-Antoine Doyon. Ben, merci Pierre-Louis pour l'invitation. Et le nul autre, l'inarable Pierre-Louis Renaud. Oui, c'est sûr que c'est... Même ça se dit. L'inarable. Là-dessus, je vous dis... L'inénarrable. L'inénarrable. Hey, ça nous prendrait un catchphrase de fin de podcast On brainstorm. qui a rapport avec des bacon. Ok. Frétiller dans la vie, c'est bien plus le fun, hein? Oubliez pas. Non? Oh. ça va être ça. C'est ça un brainstorm, on dit ouais à tout. Ok. Bonne soirée tout le Oubliez pas de monde. Bye frétiller. bye. Bisous.